organisé autour d'Accelerate. C'est pas un comptoir où on va faire le catéchisme Accelerate, si je puis dire, au sens où on ne va pas rappeler tout ce qui est à la fois ce livre, cette étude, ces manières de travailler, etc. Mais d'avoir des témoignages de comment cette approche est utilisée dans différentes entreprises selon différents angles, parce qu'à chaque fois, il y a des contextes particuliers. Nous avions eu l'opportunité d'avoir des retours d'expérience un peu autour d'Accelerate avec InVivo, avec Cdiscount. Et aujourd'hui, donc, on va avoir un témoignage d'Engie Digital, avec la participation, je remercie beaucoup, de Vincent Noranti, donc, qui est le CTO d'Engie Digital, et qui va nous faire un éclairage sur Accelerate, mais comme outil de gouvernance. Donc, on va voir comment un certain nombre d'indicateurs on pourrait utiliser pour essayer de suivre les activités autour du logiciel. Donc, je remercie beaucoup Vincent d'avoir accepté de trouver le temps de faire ce témoignage-là pour tous. Merci beaucoup, Vincent. Et puisque c'est toi qui as la main, je te propose de commencer ta présentation, sachant que si vous avez des questions, vous avez le chat, donc posez vos questions pendant la réunion en fonction des informations et de ce que présente Vincent. S'il y a des demandes de précision comme ça sur ce qui vient d'être dit, moi je ferai un peu le facilitateur, donc peut-être que je pourrais t'interrompre à un moment donné, Vincent, si je sens qu'il y a une question bien précise par rapport à ce que tu es en train de dire, s'il y a besoin de quelques éclaircissements. Si c'est une question qui demande un peu plus de temps pour développer, je la garde pour plus tard, pour la discussion, après les 20-30 minutes de présentation. Et voilà, vous pouvez dropper, comme on dit, dumper vos questions pendant toute la présentation de Vincent pour qu'on puisse y revenir juste après. Et je te donne donc la parole, Vincent, pour commencer ton témoignage. Et je crois que tu as choisi un titre qui était Accelerate comme outil de gouvernance ou quelque chose comme ça. Je te laisse la main. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Christian. Oui, donc… je précise, pardon, je me pensais à couper vos micros, ce que je vais faire de mon côté aussi pour ne pas perturber Vincent. Merci. Donc, Accelerate comme outil de gouvernance. Donc, en fait, c'est certain que sur le développement agile et les développements aujourd'hui DevOps, on est un petit peu démunis pour savoir quelle est la performance en fait de nos développements. Et c'est vrai que Accelerate donne des pistes pour pouvoir réussir ça. Donc, je vais vous parler en fait de 4 points différents. D'abord, je vais vous présenter rapidement Engie Digital. Quelle est l'ambition aussi qu'on a derrière ce qu'on est en train d'essayer de faire. Un sujet autour de la mesure de la performance. Comment est-ce qu'on fait pour mesurer la performance des différentes équipes chez Engie Digital? Et ensuite, comment est-ce qu'on fait pour améliorer les choses? Donc, je vais commencer par un petit peu ce que l'on fait. Qu'est-ce que l'on propose en fait? Donc, Engie Digital, c'est la software compagnie du groupe Engie. Le but, c'est de se différencier, de donner des logiciels pour différencier Engie dans son ensemble. Et puis, c'est pour augmenter ces logiciels, pour augmenter à la fois la performance et augmenter l'efficacité opérationnelle des différentes entités. Donc, je vais vous donner juste trois exemples. Darwin, donc c'est une solution qui permet d'optimiser en fait nos capacités de renouvelables. D'abord sur les éoliennes, tout ce qui est solaire, tout ce qui est hydraulique. Donc récupérer les données, détecter ce qui est les mauvais fonctionnements, les mauvaises productions. Donc beaucoup d'analyse de data pour optimiser et pour se rendre compte des dysfonctionnements. Nous avons ensuite Livin, qui est une solution qui permet de gérer la ville dans son ensemble pour pouvoir être capable à la fois de gérer des parkings, de gérer des signaux lumineux, des pics de pollution, pour pouvoir gérer la ville et pouvoir en fait agir sur les différents leviers de la ville elle-même. Le dernier, c'est Nemo. Donc, on sait que, en fait, pour optimiser l'énergie et pour faire de la transition zéro carbone,
on crée en fait des réseaux urbains de froid ou de chaud qui nous permettent d'optimiser, d'éviter que chacun ait cette petite chaudière finalement, et d'avoir de concentrer en fait cette production. Donc Nemo est là pour optimiser les démarrages des différentes capacités pour optimiser. Donc il a une capacité de réduire d'à peu près 5% tout ce qui est dépenses d'énergie sur des gros systèmes. Aujourd'hui, il est mis en place, par exemple, chez CPCU, qui est le réseau de chaud de Paris, qui est celui le plus gros d'Europe. Voilà. Donc, ça, c'est nos produits. Qu'est-ce qu'on fait, en fait? Quelle est notre ambition à nous? Donc, autant que CTO, quel est mon rôle, en fait, finalement? Donc, première chose, quels sont les principes d'Engie Digital, hein? Chaque plateforme digitale a son propre management, elle a son propre go-to-market, elle a ses propres clients. Chaque plateforme doit améliorer ses pratiques, hein. On a en fait chez Engie Digital des équipes diverses qui ne sont pas toujours localisées à Paris. Donc, il faut qu'on trouve le moyen de pouvoir avoir un niveau de performance acceptable pour tout le monde. Et puis, les plateformes, elles doivent aussi être capables d'avoir un écosystème cohérent. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire éviter de réinventer la roue à chaque fois que l'on veut faire quelque chose de nouveau au sein d'Engie Digital, puisque, comme je vous ai dit, j'ai présenté que 3 plateformes et on en a 11 derrière. Donc, quelles sont, moi, mes actions et mes responsabilités? C'est d'assurer la meilleure adéquation des produits. Alors, surtout ça c'est surtout à travers l'animation, des product owners, de la mise en place de l'agilité au sein d'Engie Digital. Mettre en place un outillage de mesure pour être capable d'améliorer les pratiques agiles et DevOps, c'est ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Partager les meilleures pratiques, c'est-à-dire d'une manière humaine, c'est-à-dire que les gens se parlent pour créer en fait des communautés de spécialistes qui sont un petit peu disséminés partout, mais qui ont des spécialités, hein. Par exemple, qu'est-ce que sont les rôles un petit peu DevOps, les architectes, comment est-ce que on s'assure une cybersécurité digne de ce nom. Et le dernier point, c'est de transformer Engie Digital dans un véritable écosystème, c'est-à-dire être capable de se rendre compte que si une plateforme a besoin d'une autre, c'est-à-dire que on puisse faire transiter les données de l'une à l'autre, mais aussi pouvoir avoir des services, par exemple, des services communs, comme par exemple le calcul du carbone. Combien est-ce qu'on produit de carbone quand on produit l'électricité? Mais en fait, c'est des questions relativement complexes. On va éviter de le calculer plusieurs fois et donc on va faire que des systèmes, faire que les différentes plateformes et les différentes parties soient capables de communiquer entre elles. Outre les différents services plus infrastructures, de gestion des utilisateurs, de gestion des logs, des genres de choses qui sont plus du domaine pur du CTO, mais bon, je ne vais pas détailler ici. Donc, c'est comment on met en place. Donc, aujourd'hui, je vais plus vous parler de mettre en place un outillage de mesure autour des méthodes agiles et DevOps. Donc, comme disait Christian, je ne vais pas vous parler longuement d'Accelerate, mais ce qui est vrai, c'est que on l'a quand même pris en regardant attentivement, en regardant les différentes parties qu'il nous propose. Le point le plus important, donc, c'est tout ce qui est architecture. Pour regarder, on a pu identifier à l'intérieur de Engie Digital les différentes parties qui étaient intéressantes. C'est comme ça qu'on a pu identifier effectivement des services à haute valeur ajoutée comme le calcul du carbone, ce genre de choses. Mais on a une volonté d'être capable de faire de la modularité, d'utiliser le DDD pour avoir une cohérence dans nos applicatifs.
On a aussi donc une mesure de comment est-ce qu'on améliore notre software lifecycle, c'est-à-dire comment est-ce qu'on produit le logiciel en tant que tel avec nos outils de CI/CD. On travaille aussi sur tout ce qui est les capacités culturelles, et notamment, je vous en ai un petit peu parlé juste avant, c'est les comités de pratique, comment est-ce que l'on fait ça. Et puis, la dernière partie, c'est comment on essaye d'engager les product owners pour avoir le meilleur produit. Je précise Donc, juste, Vincent, tu as utilisé l'acronyme DDD dans le sujet architecture. Ça faisait référence au Domain Driven Design qui permet donc de découper des ensembles des plateformes logicielles avec des cohérences de domaine, voilà, pour éviter la comment on dit, monolithisation voilà, des plateformes. C'était juste pour l'acronyme. d'accord, ouais, ok. Alors, la mesure de la performance, alors, je ne sais pas si vous connaissez tous, en fait, disons, le résumé du premier chapitre d'Accelerate qui en fait indique comment est-ce qu'on mesure en fait disons, c'est une espèce de petit benchmark, enfin de benchmark de la capacité d'une équipe DevOps. Donc, expliquant donc 4 métriques très simples en fait, qui sont d'abord la fréquence de déploiement. En fait, le but d'une équipe DevOps, c'est de pouvoir déployer à tout moment. Donc, mais il faut le mesurer. Est-ce qu'on est capable de mesurer, de déployer tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, tous les 6 mois? Donc ça, c'est la première mesure. Et je dirais la plus importante finalement, parce qu'en fait, sans celle-ci, on n'est pas capable d'améliorer les autres métriques. La deuxième métrique, c'est le lead time for change. Est-ce qu'on est capable, donc on fait du nouveau code, en combien de temps on va être capable de le mettre en production? Donc là, pareil, entre moins d'une journée et plus de 6 mois. On a eu des plateformes où le cas était effectivement 6 mois. C'est-à-dire que le moment où on écrivait la première ligne de code, c'était tellement compliqué d'arriver jusqu'au bout pour pouvoir le déployer. C'était un temps qui devenait complètement fou. Le mean time to restore, qui lui est beaucoup plus opérationnel. Donc, un gros defect qui arrive sur la plateforme, en combien de temps on est capable de remonter le système pour pouvoir le relancer ou pouvoir fixer le bug. Enfin, voilà. Et les change failure rate qui mesure en fait un déploiement, la qualité d'un déploiement. J'ai déployé, mais derrière, je dois mettre un patch parce que en fait, j'ai un bug bloquant qui se lance très très rapidement. Et donc, je le patch à une vitesse assez importante. Et donc, on peut mesurer ça aussi. Donc, voilà les choses qui sont accélérées. Ce n'est pas la seule chose qui nous intéresse chez NJ Digital. Donc, on a bien les DevOps performances qui sont sur les Accelerate, mais on a aussi la prédictabilité, c'est-à-dire toutes les plateformes digitales font des PA planning, en gros une grosse réunion tous les 3 mois pour définir le travail sur ces 3 prochains mois. Et en fait, ils font des promesses. Et les promesses, en agilité, parfois, ce sont des points, en disant, voilà, on va vous faire 400 points de fonctionnalité, ce genre de choses. Et donc, on va mesurer la prédictabilité qui est le ratio entre les points qui ont été promis et les points qui ont été livrés. Alors, bien sûr, il y a l'agilité autour, hein, ce n'est pas forcément ce qui a été décidé tous les 3 mois, mais au moins, on voit si les pratiques agiles sont mises en place, ce genre de choses. Il y a aussi un autre sujet qui est l'activity split. Mais que fait l'équipe? Est-ce qu'ils passent leur temps à corriger des bugs? Est-ce qu'ils font de la nouvelle fonctionnalité? Ou est-ce qu'ils ils remettent à jour des choses, donc ils font disons, de l'amélioration technique, par exemple. Donc, qui est une tâche qui ne produit pas une valeur absolue, mais qui est nécessaire. Donc, qu'est-ce que les gens font dans les plateformes? Donc, on peut regarder ce que c'est qu'un Delivery Performance Scorecard. Donc, tous les mois, on mesure. Alors, on le mesure d'une manière automatique chez NJ Digital.
c'est-à-dire combien de fois on a déployé. Alors, on voit par exemple là donc, le déploiement fréquency tous les 20 jours, tous les 19 jours, en mois d'avril, tous les 6 jours et demi. Le lead time for change, qui est en fait, quand on peut détecter donc, dans notre système de CI/CD, quand est-ce qu'il y a un premier code qui a été créé, qui a été modifié pour quand est-ce qu'il arrive en production, entre 20 jours et 6 jours. Le mean time to restore, si on a eu un défect, en combien de temps on a réussi à le régler, et le change failure rate. Et sur le côté droit, vous pouvez voir les différents objectifs sur les différentes lignes correspondant à devenir un high performer. Donc, on a un indicateur consolidé de pilotage, c'est-à-dire que les 4 indicateurs Accelerate, c'est pas très visuel, on va dire. Donc, on a donné des points à chaque indicateur, suivant qu'on soit low, medium ou high performer, pour pouvoir établir en fait une courbe de progression. Et donc, toute notre plateforme digitale, on peut voir en fait leur progression, ce genre de choses. Ce qui est intéressant, c'est de voir que ça progresse ou pas, mais aussi les accidents. Et comment est-ce qu'on peut expliquer un accident? Pourquoi est-ce qu'à un moment, en fait, une plateforme qui était dans la progression, en fait, se dégrade. Donc, on a aussi le Delivery Progress Scorecard, qui représente, donc là, vous voyez bien l'activity split, dont je vous ai présenté tout à l'heure, qui est que font les gens. Donc, par exemple, on se rend compte que donc, sur le PI 12 de cette plateforme, on s'est rendu compte qu'il y avait 75%, 75, donc c'est des points, ont été utilisés pour de l'amélioration technologique sans trop déterminer, 46 sur les bugs, ce qui peut être important, et 182 uniquement sur les nouvelles fonctionnalités. Et on peut voir quels sont les objectifs clés et les résultats clés qui nous correspondent. Et ensuite, on peut voir aussi le burn-up, c'est-à-dire quel est l'objectif, où est-ce qu'on veut arriver, et puis quelle est la courbe idéale qui permet d'y arriver pour voir si finalement les promesses sont tenues. Qui permet d'arriver à cette scorecard-là qui est, voilà, pour chaque plateforme, où en sommes-nous, quelle est la performance, quel est son niveau de performance, est-ce qu'on progresse, est-ce qu'on ne progresse pas, est-ce qu'on est prédictible, et dernier point, qu'est-ce qu'on fait finalement, est-ce que notre problème de performance s'explique par des incidents éventuellement de production, des corrections de bugs, ce genre de choses. Voilà. Et donc, on a, pour nos 11 plateformes, on revoit en fait ça régulièrement avec le directeur, le DSI de Engie. Alors, une chose est intéressante de mesurer, parce que si on ne mesure pas, on ne sait pas si on progresse. Ça, et l'avantage d'Accelerate, c'est que ça nous a donné cette capacité-là. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Donc en fait, on a pris plusieurs optiques. Un, c'est l'auto-assessment des différentes équipes, savoir elles-mêmes comment elles se jugent au niveau de leur culture, au niveau, est-ce qu'elles ressentent que, par exemple, leur logiciel est faiblement couplé, est-ce que, finalement, comment est partagée l'information. Et donc, ils se sont auto-assessés sur cette partie-là. Et ensuite, on a créé avec eux, une fois qu'ils ont eu un petit peu un partage vis-à-vis de ça, un partage cohérent, créer en fait des plans d'action. Donc, sur chaque PI planning, on essaye d'avoir avec eux une discussion, de dire comment est-ce que tu fais pour améliorer d'abord des fonctionnements. Parce qu'en fait, dans les équipes, ils savent tous quel est leur problème. Il ne faut pas non plus se leurrer. Ils savent parfaitement quel est leur problème. Et en fait, on essaye de pouvoir exprimer, oui, mais quel KPI ça va changer pour que ça puisse progresser. Et donc, on peut se rendre compte que
on a les capabilities sur la gauche d'Accelerate, Team Expérimentation par exemple. Quelle est l'action qu'on va faire pour améliorer en fait un résultat et éventuellement une KPI et pour mesurer cette partie-là. Et donc, on a cette discussion avec les différentes personnes, évidemment, parfois donner de l'aide aux personnes pour pouvoir automatiser des processus particuliers. Voilà, les points. Et c'était là où je voulais en terminer. Et je te laisse la main, Christian. Merci beaucoup, Vincent. Donc, ça ouvre la voie à pas mal de questions. Alors, moi, une première question que je voulais te poser, là, c'était peut-être donner des détails sur le nombre de personnes, en fait. Quand on parle des plateformes, c'est combien de personnes sur les plateformes et aussi dans les équipes transverses, équipes CTO, pour les appeler comme ça. C'est combien de personnes pour avoir une idée des ordres de grandeur, juste de savoir si on parle de quelques personnes, de quelques dizaines ou quelques centaines de personnes, si tu as quelques chiffres à nous communiquer. Alors, chez NG Digital, on est en gros 350 personnes. Dans la partie technologie, qui est un peu transverse à tout le monde, on est 25 aujourd'hui. Ok. Alors, il y a aussi dans les... tu as parlé des PI planning ou des instances, des points de synchro. Est-ce qu'il y a des rituels identiques, ad hoc pour chaque plateforme, pour la manière dont le CTO global et les équipes que tu manages interviennent auprès des différentes plateformes? C'est selon la même modalité, avec les mêmes rituels, ou c'est différent en fonction des plateformes? Comment ces points de synchronisation et de suivi avec les plateformes sont faits? Est-ce que c'est très standardisé? C'est en cours de standardisation? C'est différent pour chacun? Alors, il n'y a pas une volonté farouche de standardisation. Clairement, chaque équipe est autonome sur son organisation propre, hein, ce qui me paraît logique. Toujours est-il qu'elles sont toutes organisées donc suivant le rituel qui fonctionne, qu'elles ont toutes, c'est ce PA planning. C'est-à-dire tous les 3 mois, elles se posent pour regarder quel est leur roadmap. Ça peut aussi servir pour l'interaction avec les autres équipes. Les équipes, notamment mes équipes, la cybersécurité, l'architecture, pour être certain d'avoir une roadmap tous les 3 mois. Ensuite, certaines sont en mode Scrum, d'autres sont en Kanban. Il n'y a pas vraiment de guidelines fortes, à part ce rituel, finalement, qui nous a permis d'avoir tous les 3 mois une photo de la plateforme en tant que telle, de sa performance. D'accord. Alors, on a quelques questions qui sont également issues du questionnaire, j'imagine, qui avait été envoyé en amont du comptoir. Comment mesurer les 4 indicateurs? Donc, en gros, comment on récupère les données de ces 4 indicateurs? C'est automatique, c'est déclaratif, comment ça se fait? Alors, toutes les méthodes sont bonnes, hein. Donc, on a commencé l'année dernière à avoir du déclaratif, parce que c'est ce qu'il y a de plus simple, hein. Pourquoi donc, pour demander aux différentes personnes combien de fois vous avez mis en prod, c'est assez simple, a priori, ils doivent le savoir. S'ils ne le savent pas, c'est un indicateur qu'il faut aller quand même aller regarder ce qui s'y passe quand même. Donc voilà. Et puis, en fait, au fur et à mesure, on est en train d'automatiser, là, pour le moment. On a effectivement une chaîne CI/CD qui est automatisée et dans lequel on a rajouté des API. Enfin, on est en train de, enfin, on a construit notre set et on est en train de le déployer aujourd'hui. Aujourd'hui, on en a 3 qui sont totalement automatisés. Le but était éviter d'avoir un PMO pour aller courir après les gens, pour leur dire alors vous en êtes tout et tout ça. Donc c'est pour ça qu'on a fait cet investissement-là. Et je pense que ça vaut le coup, parce que maintenant on commence à avoir quelque chose de totalement automatisé qui permet d'avoir tous nos indicateurs sans.
Bon, et puis je pense qu'on ne peut pas avoir quelque chose qui s'appelle Accelerate en continuant à faire sans automatiser les choses. Finalement, sans D'accord. Dans la même industrialiser. veine, il y avait aussi comment mesurer à l'échelle de l'entreprise. Je pense que ça reprend un peu ce que tu disais entre le déclaratif et l'automatisation pour passer à l'échelle, pour récupérer les différents indicateurs. Est-ce qu'il y a un outil particulier ou c'est juste récupérer quelques données, les mettre dans des spreadsheets? Est-ce qu'il y a un logiciel particulier qui est utilisé pour la restitution, je ne sais pas, peut-être graphique, consolider les tableaux de bord? Alors, nous, on n'utilise pas, il y a sur le marché des logiciels qui permettent de regarder l'excellence DevOps et qui peuvent mesurer, plein d'indicateurs. Donc, nous, on s'est limité à 4, enfin, ceux d'Accelerate. Donc, on n'a pas forcément besoin de ces outils qui sont relativement onéreux, mais qui sont, ma foi, très, très bien. Donc, on a directement travaillé sur notre chaîne CI/CD, c'est-à-dire les Jira, c'est surtout Jira qui permettent de passer d'une étape à l'autre, de Jenkins, pour pouvoir mesurer ces différentes parties. Donc, c'est du custom autour. Ok. Il y a Gilles Massy qui pose une question. Quels effets surviennent lorsqu'on compare les résultats de chaque plateforme? Est-ce qu'il y a une compétition, une entraide? Comment ces mesures qui sont mises en place là autour du framework Accelerate, notamment, quels effets ça a sur les comportements des différentes plateformes? Compétition, entraide, collaboration, qu'est-ce qui se passe? Il y a un petit aspect, compétition. Il y en a certains, et je pense que c'est très positif finalement. Il y en a certains qui se rendent compte quand ils sont low performers qu'il y a peut-être quelque chose à faire. Et ça fait quand même une prise de conscience. Maintenant, est-ce qu'il y a une véritable, il n'y a pas de, enfin, la seule action qu'il y a à faire quand on a des KPI comme ça, c'est de les améliorer. On peut pas, il n'y a pas beaucoup d'autres actions politiques qu'on peut faire pour faire rater les autres. Je ne vois pas. Donc, non, c'est plutôt émulant. D'accord. Donc, au final, ça n'a pas été, ça s'est pas transformé en une guerre de tranchées. Si on doit, pour ceux qui voudraient le mettre en place, il ne faut pas avoir l'idée que ça va déclencher une compétition et quelque chose de particulièrement toxique entre différentes équipes des différentes plateformes. Non, et l'avantage, c'est que c'est assez simple et ça préserve en fait l'esprit d'agilité, de responsabilité de chacun. C'est-à-dire qu'il n'y a pas des choses qui sont intrusives. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des indicateurs de delivery en tant que tel, basés sur des mini-jalons, la earn value, ce genre de choses. Là, on est dans un autre monde de contrôle, de validation. Là, on est sur, ma foi, 4 indicateurs, assez simples, en plus les indicateurs, bien sûr, de prédictabilité agile, enfin bon, qui sont des choses basiques que n'importe quel agiliste doit avoir. Donc, non, c'est pas mal passé du tout d'être mesuré et puis de devoir s'améliorer. De toute façon, comment est-ce qu'on peut mesurer l'amélioration si on ne la mesure pas? Moi, ça, je pose la question. Ouais. Alors, il y a beaucoup de questions, donc je vais un peu accélérer. Mickaël qui pose une question. Merci beaucoup. L'outil d'auto-assessment est-il un outil maison? Alors, on l'a fait avec vous. Donc, on parle de l'outil assessment sur les capabilities, pas sur les 4 indicateurs de performance. Donc, c'est des questionnaires qui sont envoyés avec un truc qu'on avait appelé Octobench, qui permet à chaque équipe de répondre. Mais moi, du retour que j'ai, c'est qu'il faut que les questionnaires sur l'assessment soient aussi un lieu d'apprentissage pour les équipes qui y répondent. Je prends l'exemple qu'on avait vu qui était est-ce que vous faites du versionning dans le logiciel? Spontanément, les équipes vont dire oui, mais quand vous détaillez la question, que vous dites, mais est-ce que vous versionnez tous les scripts, tous les jeux de données, les décisions d'architecture bon, voilà, on se rend compte que oui, d'accord, il y a beaucoup plus, il y a pas mal de choses en fait que je versionne pas. Donc, ça donne aussi l'idée sur quoi on pourrait s'améliorer sur le versionning, par exemple, sur la question du versionning. Donc, on avait fait ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on a comme question?
À quel moment les capabilities de la famille culturelle sont-elles abordées? Car nous avons vu les familles Continuous Delivery et Product and Process. Alors, quand Gilles Massy dit « nous avons vu », je ne sais pas si nous avons vu dans la présentation ou nous avons vu dans ton contexte, Gilles, je ne sais pas trop. Dans la présentation, effectivement. D'accord, dans la présentation. Donc, un mot sur les aspects culturels. Alors, les aspects culturels, effectivement, ils ne sont pas, enfin, avec les indicateurs accélérés, on les voit moins, quoique, mais en fait, là, c'est la partie, disons, practice, c'est-à-dire comment est-ce qu'on partage les bonnes pratiques au sein des différentes plateformes. C'est là où, en fait, on agit beaucoup pour faire communiquer les gens entre eux. Comme vous l'avez compris, il y a quand même un petit aspect silo dans MJ Digital avec les produits. Et en fait, on a trouvé utile de faire ces forums de discussion pour que chacun partage ses propres expériences. Voilà, c'est surtout sur cet aspect-là qu'on travaille sur la culture dans le thème. Sur le partage. Ensuite, qu'est-ce qui a amené à mettre en place cette démarche? J'imagine au début, quelles furent les premières étapes? Pourquoi finalement sur Accelerate? Quelles ont été les motivations et le déclencheur peut-être pour ceux qui nous écoutent, qui voudraient l'initier et pour voir s'ils retrouvent un peu les mêmes symptômes ou les mêmes signes qui ont été présents quand tu es arrivé notamment chez NJ Digital, puisque tu es là depuis plus de 2 ans maintenant, en fait au début de ce mouvement-là chez NJ Digital. Donc, qu'est-ce qui a amené à mettre en place cette démarche? En fait, comme vous l'avez compris, on a une volonté de monter à l'échelle au sein d'NJ Digital, donc dans le groupe NJ, c'est-à-dire qu'à la fin, par exemple, quand je vous ai parlé de Darwin, que toutes les éoliennes du groupe soient reliées à ça. Donc, il faut être certain de faire du logiciel de qualité. Comment c'est des enjeux de passage à l'échelle, quoi. Voilà, c'est des enjeux de passage à l'échelle. Comment est-ce qu'on fait donc, on avait notre solution Darwin qui marchait sur 2 ou 3 champs d'éoliennes en France. Comment est-ce qu'on fait pour faire une solution mondiale? Donc, c'est ça le point numéro 1. Alors, bien sûr, on peut mesurer les défects, ce genre de choses, ce que l'on fait, bien sûr, les temps de disponibilité, ce genre de choses. Mais après, il faut avoir les bonnes pratiques pour pouvoir être capable à la fois de faire les nouvelles fonctionnalités qu'on attendait et puis d'être capable de corriger quand il y a un problème. Donc, ça vient de là, c'est-à-dire cette capacité de monter à l'échelle, d'être capable de diffuser partout toutes ces plateformes digitales au sein du groupe. Ensuite, je réponds à la deuxième partie de la question qui était pourquoi Accelerate? Mais en fait, on peut en discuter avec des spécialistes des DevOps. J'ai eu des discussions avec notamment des gens du Gartner, des spécialistes de ça. Il n'y a pas beaucoup sur le marché de benchmark, de dire comment, qui mesure une qualité qui mesure, qui donne un petit benchmark sur où vous en êtes là par rapport au marché. Donc, tout simplement, elle est accélérée. Quel dispositif une question de David Gaucher, quel dispositif pour arriver à ce résultat et sous quel délai? Des ressources dédiées, des outils, combien de ressources en support, entre guillemets, pour accompagner les équipes encore aujourd'hui? L'accompagnement, la mise en place de tout ça, ça demande des efforts en termes de people, de quelle nature? Donc, comme vous avez compris, il y en a 11, donc ça dépend combien on a. Si on a 11 produits, c'est un petit peu plus compliqué. Aujourd'hui, en fait, comme on automatise, on a décidé d'investir sur le sujet. Donc, aujourd'hui, il y a 4 personnes qui sont là pour l'amélioration, 4 personnes. Mais je pense qu'avec 2, ça suffit largement. Le but étant quand même d'amener une certaine expertise. C'est-à-dire après, si par exemple vous faites du déclaratif, c'est juste dire t'en es où? Voilà, ça ne demande pas non plus un effort considérable. Et puis voilà, on note. Et puis si par contre vous voulez dire ok, t'en es là, tu as un problème, comment est-ce qu'on peut faire pour l'améliorer?
Évidemment, il faut qu'il y ait des gens qui aident derrière, notamment, voilà, inutile de dire que il faut des tests automatisés pour pouvoir améliorer les performances. Si vous les comptez dedans, ça fait beaucoup de monde. Si vous les comptez pas, ça fait pas beaucoup de monde. Voilà. Mais en tant que tel, un PMO suffirait largement. Et puis, si la mayonnaise prend, on fait comme nous et on automatise, quoi. Voilà. Alors, une question très détaillée de Elie Théocari, qui a bien lu les slides et qui dit « Entre le PI 12 et le PI 14, vous semblez être passé, si j'ai bien compris l'indicateur, de 300 points environ à près de 450 CF Activity Split. Est-ce que c'est lié à une augmentation de la taille de vos programmes et donc derrière du nombre d'équipes et de personnes, à une amélioration de vos processus, à autre chose ? Et si oui, étant donné que le nombre de points délivrés sur les activités de type feature a diminué entre PI 12 et PI 13 en faveur des activités techniques, comment cela a-t-il été perçu par les parties prenantes ? Alors, allons voir. Allons voir la source. Allons voir la source. C'est celui-là, c'est ça? C'est le scorecard de là? Oui, c'est celui-là. Merci beaucoup. Celui en haut à gauche. Celui en haut à gauche. Donc, en fait, il y a eu effectivement un gros travail. Alors, en fait, comme il a été anonymisé, je ne sais même plus quelle est la plateforme qui est en cause. La première question, alors, c'était de dire qu'est-ce qui a évolué entre… Parce qu'en fait, on a toujours à peu près le même nombre. Ah oui, non, il y a le nombre de points qui a augmenté d'une manière considérable, c'est ça? Disponible? Oui, c'est ça. Il a pris quasiment 50% si je calcule bien. Et du coup, c'est assez considérable. Et je me demandais si voilà, c'était lié au fait que vous avez fait grandir vos programmes pour une raison ou une autre, ou si c'est juste l'amélioration de vos équipes qui a conduit à ça, ce qui est assez énorme finalement. Je peux donner un petit témoignage sur une plateforme qu'on avait un petit peu regardée. Tu pourras rebondir et enrichir, Vincent. En améliorant la fréquence de déploiement sur une plateforme, ça a débouché la capacité de productivité de manière globale de la plateforme de manière assez impressionnante. D'abord parce que les équipes se sont retrouvées à travailler sur moins de sujets en même temps. Par définition, quand ça va plus rapidement en prod et qu'il y a une fréquence plus importante, mais tout ce qui est le WIP, le fameux work in progress, le nombre de sujets qu'on doit traiter diminue. Et donc, les équipes sont capables de se concentrer sur des problèmes de manière beaucoup plus efficace que tout le monde qui court en fonction de l'urgence et du sujet. Donc ça j'ai eu l'exemple moi, sur une plateforme où vraiment ça a libéré en termes d'indicateurs. On a vu des progressions énormes. On a vu là vraiment des sauts quantiques dans les performances, dans la manière dont on mesurait la performance d'une plateforme. Donc la fréquence de delivery et les deux indicateurs de vitesse, la fréquence de delivery là, donc, est suivie derrière par le lead time. Quand le lead time s'améliore, c'est du boulot qui n'est pas sur la planche, et donc ça permet de se concentrer sur d'autres choses et de dépoter beaucoup plus, quoi. Voilà. Donc ça, c'était une des manières dont moi j'avais pu le voir. Vincent, tu veux compléter ou donner quelques infos ? Alors, effectivement, on n'a pas cet indicateur-là. Il y a certains indicateurs qu'on aimerait bien rajouter, notamment quelle est la taille de l'équipe par PI, parce qu'effectivement, il y a un certain flou de savoir si c'est la productivité. Maintenant, une productivité en points, c'est quelque chose qui est assez… je ne sais pas ce qu'on peut en faire. Enfin, c'est quelque chose qui n'a pas forcément une véritable consistance. Si on augmente l'équipe d'une manière importante, on doit avoir une capacité de plus de points. Mais bon, ça reste théorique. En tout état de cause, les plateformes peuvent augmenter, baisser. Donc, ce qui manque là, et effectivement pour être complet, le nombre d'utilisateurs, éventuellement aussi le nombre de bugs qui restent dans le backlog pour voir s'il y a une tendance qui est positive. Voilà, on n'est pas encore au bout du tunnel. Maintenant, on va aussi éviter à un moment d'avoir trop de données parce que ça va tuer la donnée si on est trop lourd, quoi. Voilà. Alors, j'avance, il y a quelques autres. Bonjour, ces indicateurs sont-ils bien perçus et compris par les équipes ? Alors oui, tout à fait. En fait, ils les comprennent parce qu'en fait, ils sont très simples.
C'est l'avantage. Même les patrons de plateformes comprennent, de se dire, bah oui, il faut qu'on soit capable de livrer. Enfin, quand on voit les indicateurs, hein, dire quels sont les indicateurs là, le mean time to restore, c'est est-ce que je peux me permettre d'avoir un bug bloquant pendant une semaine ou un mois? Question. Certainement non. C'est quand même inadmissible. Vous avez imaginé le champ d'éolienne, on n'a plus de data pendant un mois. Donc, le lead time pour change, for change, est-ce qu'on va accepter de faire un nouveau développement et d'attendre un mois ou 6 mois pour qu'il puisse sortir? Ben, on est d'accord, c'est quand même une mesure évidente. Celui qui est le plus la question, qui pose plus de questions, c'est le deployment frequency. Et dire, mais voilà, mais pourquoi je dois livrer constamment? Et effectivement, c'est là où il y a de la pédagogie à faire, c'est de dire, mais si tu n'es pas capable de déployer quand tu veux, tu ne peux pas résoudre les deux autres. Donc, voilà un petit peu. Ouais. Une question de Jordan Afonso, que je salue. Est-ce que ces indicateurs, les indicateurs cités, suffisent pour communiquer sur les projets avec le top management? Là, on est bien avec les équipes CTO, mais au niveau top management, c'est un vrai bénéfice de communiquer sur ces indicateurs-là, c'est bien compris. Bah, en fait, j'ai été étonné. Donc, le top management, pour moi, c'est le DSI d'Engie. Donc c'est effectivement voilà, quelqu'un à qui il faut bien expliquer, enfin, qui est quand même assez loin de ces pratiques DevOps. Et ces slides-là ont vraiment été très, très, très bien perçus. C'est-à-dire, au niveau de ma performance, la performance donc de création de logiciels, de dire où j'en suis, si je ne suis pas dans un niveau très, très bon ou si je suis dans un bon niveau, c'est quand même super important. Si je suis prédictible aussi, c'est-à-dire, quand je promets quelque chose, est-ce que je le fais? En fait, ça a été extrêmement bien perçu parce qu'en fait, il n'y a pas tant de choses que ça à présenter à ce top management. Je trouve que oui, ça a été extrêmement bien perçu. Et si tu me permets, je pense que ça a été un moment où on est passé de on raconte des histoires, il faut toujours raconter des histoires, à on a des éléments chiffrés, suivis, qui permettent de voir la stabilité, les évolutions, et il y a eu un changement, je crois, de vision du top management sur les activités digitales, à minima, qui a été assez important, il me semble. Oui, on est passé du café du commerce, dire voilà, on a eu tel problème, machin, ce genre de choses, à dire bah voilà, je suis dans la grille, je travaille pour passer à e-performer et j'ai dû faire tel investissement pour y arriver. Patrice Corbard qui dit merci pour ce retour d'expérience sur les mesures de performance. Avez-vous envisagé des métriques également sur les objectifs métiers de chacune des plateformes? Alors, Accelerate ne couvre précisément pas ce sujet au sens strict, hein, le côté métier, produit, etc. Mais la question est posée de est-ce qu'il y a d'autres initiatives sur le côté objectif métier de chacune des plateformes en termes de métriques? Alors, donc, les objectifs métiers sont plus d'un côté, sont suivis d'un côté financier, très très fort. C'est-à-dire que Engie Digital, comme éditeur de logiciels internes, Software Factory, doit pouvoir équilibrer ses coûts. Donc, conclusion, si on ne déploie pas, on ne vend pas. Si on ne vend pas, en fait, on a un problème donc, financier et donc ça se résout comme ça. Enfin, ça se résout pas, ou ça se résout, enfin bon, bref, ça prête à discussion de pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à déployer, pourquoi est-ce que parce qu'on n'a pas d'adhésion, parce que le produit n'est pas en adéquation, ce genre de choses. Et ça, c'est extrêmement fort chez Engie Digital et c'est pour ça que c'est construit comme ça. On veut faire des logiciels qui sont utiles, qui donnent de l'avantage concurrentiel pour Engie. Et si on n'y arrive pas, ça se verra directement de nos comptes et avec la plateforme pour pouvoir réorienter le produit. Ce qui nous arrive. Effectivement, ouais. Et tu l'as rappelé au début, je crois, c'est les plateformes logicielles dont on parle ont leur propre PNL. Donc, tout à fait.
Bien, 10h02, je vous propose d'arrêter la discussion ici. Si tu peux avancer juste sur le dernier slide pour que je donne quelques informations à nos participants. Donc, merci beaucoup pour votre participation. Je vous donne quelques éléments d'actualité. Sur la côté publication, vous avez la publication de « Devenir une entreprise agile », qui est un témoignage en fait de 15 ans de passage à une entreprise agile de ce qu'on a pu voir chez Octo. Alors, c'est vraiment un récit, un témoignage. Si vous voulez vous passer à l'agilité, vous allez voir tous les problèmes que ça pose et ça remet en perspective l'idée de pouvoir, comme ça, devenir agile en 2 ans. C'est un témoignage au long cours. Le prochain comptoir, il y en a pas mal en ce moment, donc dès le 10 juin, donc dans 2 jours, l'agilité au service des métiers. On évoquait dans une question les métiers. Et le 22 juin, data sans valeur n'est que ruine, j'allais dire de l'âme, mais du système d'information. Ça, c'est pour le 22 juin et vous pouvez bien évidemment vous inscrire en ligne. Sur les éléments formation, si vous vous intéressez à Accelerate, bien évidemment, il y a la formation autour d'Accelerate. On recrute, bien évidemment, toujours, mais je crois que Vincent aussi recrute, tout le monde recrute. Tu me confirmes, Vincent? Oui, je confirme. Si vous êtes intéressé par Accelerate, et je pense que certains d'entre vous peut-être participent à l'USI, on se reverra notamment autour d'une table ronde d'experts et avec une interview en exclusivité de Nicole Forsgren, qui est donc l'auteur d'Accelerate. Et ce n'est pas plus tard que la semaine prochaine. Je vous remercie beaucoup à tous à votre participation. Merci infiniment, Vincent, d'avoir accepté de témoigner et de nous parler un peu du contexte côté NJ Digital. Merci à tous et je vous souhaite une très bonne journée ensoleillée, apparemment, si vous êtes en tout cas en Île-de-France, et je crois que c'est partout le cas en France. Très bonne journée à tous et merci pour votre participation. Au revoir.